Mesdames et messieurs, bonsoir. Après 1964, 1965, puis 1990, 1991, la Côte d'Ivoire est au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent depuis le 1er janvier 2018. Pour ce troisième mandat, l'un des défis majeurs était la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de décembre 2018. Une présidence marquée par 4 débats, dont 2 débats de haut niveau. 5 résolutions ont été adoptées et 4 déclarations présidentielles actées. Pour revenir sur les temps forts de cette présidence du mois de décembre, je suis avec le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre Marcel Amontano. Bonsoir. Bonsoir, Michel. De la campagne pour l'entrée au Conseil de sécurité à la présidence de cet illustre organe des Nations Unies, quel bilan faites-vous de ce retour en grâce de la diplomatie ivoirienne seulement cette année après la crise post-électorale? Le retour en grâce de la diplomatie ivoirienne est dû tout d'abord aux actions menées par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au sortir de la crise post-électorale pour repositionner notre pays sur la scène internationale, en commençant par les pays de la sous-région, les pays du continent et les pays du monde. Et dans les sillons tracés par le président de la République, nous avons donc entamé sur ces instructions cette campagne pour l'élection de la Côte d'Ivoire en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité. Et je crois que ce sont les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire à partir de 2012 qui nous ont beaucoup aidés dans cette campagne, malgré les soubresauts dus à ce que j'ai toujours appelé les sauts d'humeur des soldats. Rappelez-vous qu'en avril-mai 2017, en pleine campagne pour notre élection aux Nations Unies, les soldats ont exprimé encore dans les rues à Abidjan et à Bouaké quelques sautes d'humeur, mais ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de se faire élire de la meilleure manière possible, puisque c'est l'un des pays qui a été le mieux élu comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, 190 ont voté en faveur de l'élection de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une prouesse remarquable et j'en suis fier. Et je crois qu'on peut rendre hommage au président de la République. Alors, 11 mois seulement après cette entrée au Conseil de sécurité en janvier 2018, la Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité. On l'a dit tout à l'heure, 4 débats ont été organisés, dont 2 de haut niveau. Le chef de l'État a présidé un débat. Vous-même, vous aviez présidé un autre débat. Quelles sont les thématiques majeures qui ont été abordées au cours de ces rencontres-là? Le Conseil de sécurité, c'est l'organe qui s'occupe de garantir à la planète la paix et la sécurité. La paix et la sécurité qui est le grand préalable du développement. Présider le Conseil de sécurité, c'est très important parce que il y a un certain nombre de thématiques sur la table. Vous avez parlé de 2 débats de haut niveau que nous avons organisés effectivement pour meubler notre présidence, indépendamment de l'agenda qui s'impose à nous du fait des événements qui en cours dans le monde. Le premier débat de haut niveau, qu'on appelle le débat présidentiel, que son Excellence le Président de la République a présidé le 5 décembre, a posé le problème suivant. L'importance du lien entre la sortie de crise réussie et le développement économique et social. Pour ne pas reprendre le thème exact, parce que ça rend mieux compte de le dire comme ça aux Ivoiriens que de prendre la thématique. Quel est le préalable au développement économique? Le préalable au développement économique, c'est une sortie de crise réussie. Quelle est la recette pour une sortie de crise réussie? Vous savez que l'ONUCI est ce qu'on appelle maintenant dans le système des Nations Unies une success story. C'est l'une des rares missions des Nations Unies qui est fermée. Si vous prenez un pays comme la RDC, ça fait 54 ans à peu près que la RDC a une mission des Nations Unies. Celle de Côte d'Ivoire a fermé au bout de 13 ans. Ça paraît long, mais quand vous comparez à celle de la RDC, c'est un succès et elle a fermé. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur la capacité de la Côte d'Ivoire à se substituer aux Nations Unies, aussi bien à la police des Nations Unies qu'à la mission d'une manière générale. Mais ça s'est fait et ça se fait dans de très bonnes conditions. La paix et la sécurité règnent dans notre pays et c'est cette expérience que le président a voulu partager avec le monde. J'ai bien envie de vous demander quelle est cette recette miracle-là qui a marché en 13 ans. La première chose, c'est qu'il faut réussir le désarmement. Si vous ne réussissez pas le désarmement,
il est difficile d'avoir la paix. Parce que ce sont les armes qui mettent en danger la paix et la sécurité. Donc, le DDR a été un succès, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons bien communiqué sur la nécessité de DDR. Ça, c'est un des grands préalables du succès de DDR. Nous avons bien communiqué sur la nécessité de désarmer. Ensuite, nous avions un programme de démobilisation et de réinsertion, surtout, qui était attrayant. Parce que vous demandez aux gens de désarmer, mais si vous ne leur proposez pas d'alternative pour les insérer dans le processus social et économique, ça ne marche pas. Ensuite, nous avons financé nous-mêmes à 72% ce DDR et cette RSS. Donc, c'est important. Parce que lorsque vous êtes dépendant pour le financement des partenaires financiers extérieurs, eh bien, ce sont ces partenaires-là, finalement, qui cadencent la vitesse de votre DDR. Le président de la République était pressé d'en finir avec cette transition. Moi, j'appelle ça une transition à la paix et au retour à la normale. Donc, il nous a dit, moi, je veux un DDR qui ne dépasse pas 3 ans. C'était un grand défi. Il a mis les moyens, il a mis de la méthode, il s'est impliqué lui-même et ça a réussi. Donc, il est allé leur expliquer d'abord ça. Ensuite, il est allé leur expliquer que quand vous avez fini avec le DDR, ou pendant que vous faites le DDR, vous avez deux armées belligérantes qui se sont affrontées pendant 5-10 ans. Comment vous faites pour faire de ces deux armées une seule armée républicaine non partisane? Ça, c'était un défi important également à relever. Et il s'est beaucoup impliqué personnellement pendant les réunions du Conseil national de sécurité qu'il a fallu créer de toutes pièces. Et nous avons réussi à avoir donc une seule armée réunifiée. Bien sûr, c'est pas facile. Il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, on peut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une armée réunifiée, disciplinée, bien équipée. Et à la RSS, la réforme du secteur de sécurité, parce que c'est la réforme du secteur de la sécurité qui permet de professionnaliser votre armée, eh bien, il faut penser à l'amélioration immédiate des conditions de vie des populations. Parce que l'erreur qu'on fait bien souvent, c'est de dire, bon écoutez, on va d'abord essayer de sécuriser, d'avoir la paix, la sécurité, etc. Et puis on va s'occuper des gens après. Non, il faut le faire en même temps. Et je crois que c'est ce cocktail, cette recette qui a permis à la Côte d'Ivoire de sortir très rapidement de la crise. Parce que imaginez-vous un pays qui a connu 10 ans de crise, 4 mois et demi à 5 mois de crise post-électorale, et qui, dès 2012, renoue avec la croissance. Et quelle croissance? Le taux moyen de croissance a été de 2012 à 2017 de 9%. Malgré la perte de 40% de la valeur du cacao sur le marché international, nous avons eu un taux de croissance qui n'a pas été plus loin que juste en dessous de 8%. C'est extraordinaire. Donc, la recette de Ouattara, c'est ça. C'est que pendant qu'il s'est occupé de la sécurité, de la paix, de reconstruire une armée républicaine, de moderniser la police, il a investi de manière massive dans les infrastructures, dans l'amélioration des conditions de vie des populations, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Quand je dis infrastructure, infrastructure routière. Parce que les gens ont plaisir à dire on ne mange pas la route. Si on mange la route, parce que les aliments qu'on mange prennent la route. Donc la route, on la mange. Donc on peut donner plein d'autres formules comme ça. Et c'est cette expérience qu'il est allé partager avec les membres du Conseil de sécurité et les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, parce que ce débat, c'est un débat auquel peuvent assister toutes les personnes qui le souhaitent. Vous savez, il y a en Afrique un certain nombre de pays qui sont encore en crise, qui sont en situation post-conflit. Vous connaissez la RCA quand même, la République centrafricaine. Donc, pour la République centrafricaine, c'est une aubaine de pouvoir bénéficier de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de sortie de crise. Donc, c'est cette expérience-là, c'est cette expertise que le président Ouattara est allé partager avec la communauté internationale. Il a présidé le Conseil de sécurité avec Maestra. Il en a l'habitude, vous savez, le Conseil de sécurité, le Conseil du Fonds monétaire, c'est un peu le même format. Donc ça s'est très bien passé. Je crois que les retours qu'on a sont excellents. Ensuite, le lendemain, nous avons eu l'honneur de présider le Conseil de sécurité sur une thématique totalement différente.
la nécessité de l'implication des organisations sous-régionales, régionales, de la prise en main par l'État de la situation et du processus dans un pays post-conflit où on veut reconstruire la paix, et d'une excellente collaboration donc, de ces organisations sous-régionales, régionales avec le système des Nations Unies. Pour donner un exemple concret, quand vous prenez la situation au Mali, lorsque le président Ouattara présidait la CEDEAO, c'est la présidence ivoirienne de la CEDEAO qui a permis au Mali de ne pas avoir une situation beaucoup plus grave et de sortir rapidement de la crise. C'est la fermeté de la CEDEAO, c'est la fermeté du président Ouattara. Donc ça, c'est l'implication de la CEDEAO. Ensuite, en corrélation, en relation avec l'Union africaine, qui s'est saisie de la problématique et l'a portée ensuite au niveau des Nations Unies. Et puis, il y avait une synergie entre CEDEAO, Union africaine, Nations Unies. Ça a permis de sortir le Mali de la crise, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, etc., avec la CEAC en Afrique centrale. Donc, c'est cette nécessité-là sur laquelle nous avons insisté. Et ce débat s'est très bien passé également. Est-ce que la question du financement du G5 Sahel a été abordée au cours de ce débat-là? La question du financement du G5 Sahel est une question qui est permanente au Conseil de sécurité. Parce que pour nous, représentants de l'Afrique de l'Ouest, le G5 Sahel, même si nous n'en sommes pas membres, est une question importante parce qu'elle impacte la sécurité de toute la région. Donc la question du G5 Sahel est une question importante. À chaque fois que la Côte d'Ivoire en a l'occasion, elle plaide en faveur du financement du G5 Sahel. On a une réticence des Américains pour diverses raisons. Ils sont dans une période un peu transitoire dans la mesure où il y a un nouveau congrès et que c'est le congrès aux États-Unis qui a la capacité et les attributions du financement. Donc le congrès a été mis en place en janvier. Donc il a été difficile, en tout cas pendant notre présidence, d'aborder ces questions-là qui avaient un impact financier. Mais le G5 Sahel, le président Ouattara, à chaque fois qu'il peut, il prend son bâton de pèlerin, il plaide en faveur du financement du G5 Sahel. Alors on a dit à l'entame de cet entretien-là, 5 résolutions ont été adoptées au cours de cette présidence. Pouvez-vous revenir sur une ou deux résolutions qui vous ont marqué? Alors d'abord, il faut mentionner que en 2018, il y a eu en moyenne par mois de présidence d'un pays, en moyenne 4,5 résolutions adoptées. Donc entre 4 et 5 résolutions, un peu moins de 5 résolutions sont adoptées en moyenne pendant les présidences. Sous la présidence de la Côte d'Ivoire, nous avons adopté 5 résolutions. Donc on est au top. 5 résolutions, mais tenez-vous bien, dont 3 résolutions à l'unanimité et 2 résolutions par consensus. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'unanimité, ça veut dire que tous les pays membres, donc les 15 pays, ont voté à l'unanimité ces résolutions-là. Et puis, par consensus, ça veut dire que certains pays n'ont pas voté, mais n'ont pas brisé le consensus. Je vais être précis et en même temps répondre à votre question. Il y avait une résolution sur le renouvellement du mandat de la MINUSCA, qui est la mission onusienne de stabilisation de la République centrafricaine, la MINUSCA. Il y avait un consensus de tous les pays, sauf la Russie et la Chine. La Russie et la Chine ont un droit de veto. Ça veut dire que quand ils utilisent leur droit de veto, ils peuvent empêcher l'examen même d'une résolution. À plus forte raison, son vote. Donc, on parle de consensus parce que ils n'ont pas souhaité utiliser leur droit de veto. Ils ont exprimé leurs différences, mais ils n'ont pas brisé le processus et ont laissé la résolution être votée par l'ensemble des autres pays, donc les 13 autres pays membres du Conseil de sécurité, et ils ont dit simplement, nous, on ne s'associe pas à ce consensus. Mais ça a permis quand même à la Côte d'Ivoire donc d'avoir la résolution. Donc 5 résolutions, c'est beaucoup. Une autre résolution qui était importante, et que nous co-sponsorisions avec les Pays-Bas, c'est une résolution sur l'importance du respect des droits de l'homme par les missions onusiennes dans les pays. Et ça, c'est pas au niveau de l'Afrique, c'est au niveau de tous les pays du monde. C'est important. Donc le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire un système judiciaire performant, une police performante et une formation
de la police, de l'armée, performante en matière de notions élémentaires de respect des droits de l'homme. Donc ça, c'est une résolution qui nous tenait à cœur et elle a également été votée. D'accord. Alors, je voudrais vous donner l'occasion de lever une équivoque. On sait qu'au cours de cette présidence-là, le projet sur le financement des opérations africaines de soutien à la paix s'est heurté non seulement à la menace du veto américain dans sa première lecture, mais surtout à des pesanteurs, semble-t-il, administratives au niveau de l'Union africaine. Qu'en est-il exactement? Bon, d'abord, je vais préciser que c'est une résolution qui est une initiative de l'Union africaine. À partir du moment où c'est une initiative de l'Union africaine, au sein du Conseil de sécurité, elle est portée par ce qu'on appelle le A3. Le A3, ce sont les 3 pays membres du Conseil de sécurité africain. En l'occurrence, c'était l'Éthiopie, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Alors, cette résolution, effectivement, a reçu, je dirais, un mauvais accueil des Américains pour 2 raisons. La première, c'est le problème du Congrès. Ils ont estimé que le Congrès n'était pas opérationnel dans leur pays, qu'il le serait en janvier, et qu'une résolution qui parlait d'aspects financiers, donc du financement des opérations de maintien de la paix africaine, ne pouvait pas être discutée, alors que le Congrès, qui est le seul autorisé aux États-Unis, compétent pour engager l'État américain quand on parle de financement, n'était pas installé. Ça, c'est l'une des raisons. Mais on a fait un progrès qui est important. Parce que même si on n'a pas mis la résolution sur la table, on s'est accordé sur un draft de cette résolution qui a circulé et qui, in fine, a eu l'adhésion de tout le monde, y compris des États-Unis. De sorte que, dès février ou mars, nous allons reprendre les discussions, même si ce n'est pas sous présidence africaine. Et l'avantage de ce draft, c'est de fixer des délais. C'est de dire, en septembre au plus tard, on a une décision sur oui ou non le principe du financement des opérations de maintien de la paix au cas par le Conseil de sécurité sera accepté ou pas. Donc on a quand même avancé par rapport à la résolution précédente qui était portée par le Sénégal. Alors, l'un des principes majeurs auxquels vous teniez au cours de cette présidence, c'était la recherche de la paix seulement par le dialogue. Est-ce que ce principe a été respecté tout au long de ce mois? Mais vous savez, nous, on a reçu un vaccin de Houphouët-Boigny. Hein? C'est le dialogue au service de la paix. On a toujours été dans cette posture. Ça nous a parfois provoqué quelques inimitiés. Mais le président de la République a été ferme. Il m'a dit, Marcel, toute résolution qui peut déboucher sur un conflit ou encourager des belligérances, on ne s'y associe pas. Donc la posture de la Côte d'Ivoire a toujours été le dialogue. Je donne un exemple. Lorsque, en 2017, le président Trump a pris la parole à la tribune des Nations Unies, à l'Assemblée générale, et était assez dur, menaçant vis-à-vis de la Corée du Nord, le président Ouattara, quand il a pris la parole après le président Trump, a dit « il faut dialoguer ». Il faut un contact. Parce que un conflit dans la péninsule coréenne serait une faillite pour l'humanité parce qu'elle aurait des conséquences incalculables dans le monde entier. Ça paraissait hors contexte à cette époque-là. Mais très peu de mois après, les 2 présidents se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, je crois, à 2 reprises, et on parle d'une 3e rencontre ces temps-ci. Donc c'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le dialogue pour la paix, au bénéfice de la paix. Et comme disait le président Houphouët-Boigny, c'est l'arme des forts. Vous savez, je vous gifle, au lieu de me répondre, vous essayez de discuter avec moi, il faut pouvoir le faire. Hein. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire a présidé le Conseil de sécurité pour le mois de décembre. Le pays sort du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent en fin 2019. Quelles sont les perspectives à venir pour cette dernière année-là? Vous savez, à l'agenda, il y a toujours des questions importantes. Il y a la question de la Syrie, il y a la question de la péninsule coréenne, il y a la question du Kosovo. En Afrique, il y a la question du Mali, qui reste une préoccupation à cause du terrorisme qui sévit, des groupes terroristes. Il y a la question de la Guinée-Bissau, il y a la question du Sahara, la question de la RDC, ce qui s'est passé est encourageant. Il y a la question de la République centrafricaine.
Il y a la question du Soudan du Sud, etc., etc. Donc, toutes ces questions restent à l'agenda. Et puis, il y a des questions plus fondamentales. Le changement climatique, qui nous touche tous. Donc, la Côte d'Ivoire va continuer à apporter sa contribution, comme elle l'a fait, dans son style, à la résolution de ces défis, qui sont des défis de l'humanité d'aujourd'hui. En définitive, êtes-vous satisfait de la présidence de la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre-là? Bon, l'autosatisfaction, j'aime pas beaucoup. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça a été une expérience unique. Parce qu'on a été présent au Conseil de sécurité la dernière fois, c'était il y a 26 ans. Bon, donc c'est le hasard, mais moi, je dis le hasard s'appelle Dieu, qui a voulu que je sois ministre des Affaires étrangères pendant que la Côte d'Ivoire est au Conseil de sécurité. Préparer une présidence d'un pays au Conseil de sécurité, c'est pas facile. Ça a été une expérience haletante, intéressante. Je crois qu'on a réussi. Je le dis à cause des retours que nous avons. Des membres permanents et non permanents qui nous ont félicités. Des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, beaucoup nous ont félicités. Et j'ai donné des éléments objectifs. Hein. Je vous dis, la moyenne de résolution par mois de présidence, c'est 4,5 quand on fait une moyenne. On a fait adopter 5 résolutions, dont 3 à l'unanimité, 2 par consensus. Écoutez, je sais pas. Vos équipes ont également été félicitées par le chef de l'État. Disons que moi, je suis à la tête d'une équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Et c'est vrai que j'ai été très honoré que le président, à 2 reprises, je crois, face aux diplomates d'abord, et puis ensuite face aux hommes d'affaires, nous ait félicités. Je crois que c'est une satisfaction personnelle que je tire de cela. Le plus difficile, c'était la présidence du Conseil de sécurité. On a réussi à se maintenir et à se donner une identité au Conseil de sécurité pendant toute l'année avant la présidence. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne poursuive pas et qu'on n'ait pas un bilan satisfaisant sur toute la période 2018-2019. Le président nous a dit la chose suivante, que je vais révéler. Il m'a dit, Marcel, lorsqu'on aura fini nos 2 ans au Conseil de sécurité, je souhaite que la Côte d'Ivoire apparaisse comme un pays fiable, crédible, pour être membre du Conseil de sécurité. Que le jour où on discutera des possibilités pour l'Afrique d'avoir un siège permanent, la Côte d'Ivoire apparaisse comme l'un des candidats fiables, crédibles, sérieux. Et ça, je le lui ramènerai. Alors, un pays fiable et crédible, c'est un pays également fort sur le plan économique. Vous aviez, en marge de cette présidence-là, signé un important accord économique avec le gouvernement américain. Pouvez-vous revenir en quelques mots sur cet accord et ça sera votre dernier mot? À Washington, effectivement, j'ai été signé un accord avec le gouvernement américain, avec le secrétaire au commerce, qui est le ministre du commerce des États-Unis, relatif au commerce entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Alors, c'est très important, parce que cet accord va permettre aux hommes d'affaires américains d'agir en matière de commerce, d'investissement américain en Côte d'Ivoire, dans un cadre défini par les 2 gouvernements. Et c'est très important. Et cet accord révèle la volonté forte de l'administration Trump d'encourager et d'accompagner ces hommes d'affaires pour investir en Côte d'Ivoire. Cet accord montre que l'administration Trump a placé la Côte d'Ivoire dans son dispositif sur le continent et en particulier dans la sous-région ouest africaine au cœur de son dispositif. Cet accord montre que pour les États-Unis d'Amérique, la Côte d'Ivoire est un pays important. C'est un accord qui est très important, qui va booster les relations commerciales et l'investissement américain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine, parce que la Côte d'Ivoire est une porte d'entrée de la sous-région, comme vous le savez. Merci bien, monsieur le ministre. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cet entretien. Nous étions avec le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avions revisité les temps forts de la présidence de la Côte d'Ivoire pour le Conseil de sécurité au mois de décembre 2018. Très bonne suite de programme sur RTI 1.